Donc, notre nouveau speaker, c'est Damien Kerlios, voilà, qui va nous parler de neurosciences infused deep learning, donc de nouvelles méthodes, je crois, qui sont un dérivé de la descente du gradient, qui sont plus proches de la bio-inspiration. En fait, on reproche souvent à la descente de gradient d'être une méthode qui n'est pas du tout bio-inspirée, ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'est pas faux. Même s'il y a eu pas mal de travaux, il y a eu quelques travaux pour essayer de montrer les équivalences entre la modification des poids synaptiques dans les réseaux biologiques versus artificiels dans la descente du gradient. Là, on aura des travaux dans ce sens-là. Et puis, donc Damien, il travaille à Paris-Saclay, dans une UMR, donc CNRS, Université de Paris-Saclay. J'ai vu son nom complètement par hasard récemment, parce qu'en fait, notre nouvelle ministre, Retailleau, Sylvie Retailleau. En fait, moi, je suis allé voir, quand j'ai appris, en fait, c'est un réflexe, hein, on a une nouvelle ministre, je vais voir si elle connaît un peu le domaine scientifique. Et effectivement, Sylvie Retailleau a pas mal de publis, en fait, qu'on va voir sur Google Scholar. Et puis, en fait, en regardant un peu alors il y en a plein avec son nom de jeune fille aussi. Là. Donc, c'est une vraie, c'est chouette. On a une ministre qui sait ce que c'est la recherche scientifique. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, c'est le cas. Et puis, donc, j'ai vu qu'il y avait Damien qui était co-auteur sur plusieurs de ces articles. Donc, voilà, on a peut-être un futur ambassadeur parmi nous. Je te passe la parole, Damien. Ah oui, j'ajoute donc, alors à certains moments, pardon Damien, pardon, j'ajoute que on a eu des débats dans le labo, est-ce que les sciences cognitives peuvent être utiles pour l'IA et tout ça. Avec Damien, on se connaît aussi depuis un moment parce qu'on est dans le même GDR, je fais un peu de pub pour le GDR, c'est un groupe de recherche Biocomp où ça rassemble des physiciens, des psychologues, des neuroscientifiques, des mathématiciens, des informaticiens, où on est tous, je pense, assez convaincus qu'on a des choses à apprendre du cerveau pour développer l'IA. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Damien va présenter aussi ce talk. Merci d'être venu, en tout cas. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de présenter ici un nouveau public, et puis un public si sympathique. Donc, je prends quelques minutes pour me présenter, comme Marina a fait ce matin. Donc, moi, je viens du Centre de nanosciences et nanotechnologie dans le nouveau campus à Paris-Saclay. Donc, c'est un labo monstre, on est plus de 400 personnes, l'ambiance est tout à fait différente. Et donc, moi, ma spécialité, donc je suis chercheur en électronique, c'est de concevoir des systèmes électroniques inspirés par la topologie du cerveau, inspirés par les stratégies utilisées par le cerveau, pour faire de l'intelligence artificielle, donc inférence bayésienne ou réseau de neurones, en consommant extrêmement peu d'énergie. Et ma particularité, c'est qu'aussi on fait pas mal de théories dans le groupe. Et donc ce que je vais présenter aujourd'hui, ça sera surtout en lien avec nos travaux théoriques. Nos spécialités aussi, parce qu'on a un laboratoire de nanosciences et nanotechnologie, c'est qu'on n'utilise pas uniquement les composants traditionnels de l'électronique, qui sont les transistors, qui sont la base de tous les ordinateurs pour faire nos systèmes, mais aussi des nouveaux composants, qui sont des composants électroniques, qui sont un peu plus proches des composants, entre guillemets, utilisés par le cerveau, qui implémentent un peu des fonctions de synapses ou de neurones artificiels. Donc très rapidement, pour montrer un peu le genre de choses qu'on fait, parce qu'avant de passer à la théorie, donc ça par exemple, c'est un système d'inférence bayésienne. Donc moi j'appelle ça de l'aspiration cerveau via la psychologie, ne me jetez pas de tomates. Donc c'est un système dont le concept a été développé avec Pierre Bessière, le directeur de thèse de Julien Diard. Et donc ça, c'est une photo d'un système qui est fait en fait 2 mm par 2 mm, où on a dans les petits carrés nos fameux nanocomposants qui implémentent un peu l'équivalent de synapses artificielles et qui sont entourés de fils et de composants d'électronique plus traditionnels des transistors. Et donc, un peu comme dans le cerveau, on a associé les composants mémoire, les composants calcul au plus près, et ça permet de faire l'intelligence artificielle avec très peu d'énergie. Dans le même genre d'idée, on a un système plus gros qui n'est pas encore publié, où il y a beaucoup plus de ces memristors, et là qui implémente, donc on en a 32 000, c'est le plus gros système qu'on a fait. Donc nous, nos spécialités là-dedans, c'est la conception, hein, qu'on fait en lien aussi avec un laboratoire à Marseille, et la fabrication, c'est une technologie Leti, donc c'est pour ça que je viens très souvent à Grenoble. Et là, ça implémente un réseau de neurones. Donc voilà, juste pour donner un peu une idée, et là encore, c'est un système qui fait quelques millimètres par quelques millimètres.
donner un peu une idée de ce que c'est notre cœur de métier. Donc, mon métier, c'est l'électronique neuromorphique. Donc, c'est vraiment cette idée de faire de l'électronique qui est inspirée par le cerveau. Et donc, l'idée phare, c'est d'avoir un circuit où on a vraiment des composants qui vont être des synapses artificielles et des composants des circuits qui vont être des neurones artificiels. Que les synapses et les neurones ne sont pas des objets virtuels qu'on fait tourner sur un ordinateur, mais des objets physiques qu'on va vraiment retrouver dans le circuit. Et cette stratégie est extrêmement efficace en énergie. Donc c'est un sujet qui est très à la mode maintenant, mais qui est en fait relativement ancien et qui, sous sa forme, on va dire entre guillemets moderne, date de la fin des années 80, quand ces 3 personnes de l'université Caltech, donc qui sont 3 références absolues de leur domaine, donc Carver Mead de l'électronique, John Hopfield des réseaux de neurones et Richard Feynman de la physique, se sont mis ensemble, ont développé une sorte de cours pour réfléchir, entre guillemets, quelle est la physique du calcul dans le cerveau. Et ça aboutit sur cette idée de faire une électronique, de s'éloigner des concepts de l'électronique telle qu'elle est faite pour faire les ordinateurs, pour faire une électronique qui est plus proche de la fonctionnement du cerveau. Et ce domaine, un peu en sous-marin, s'est développé, a toujours été présent et a explosé ces dernières années et a été un petit peu réinventé avec les progrès du deep learning. Et c'est là que je veux prendre juste quelques minutes pour expliquer un peu comment on pense et ce qui va être un peu le contexte de mon exposé. Parce que jusqu'à présent, vraiment, le monde de l'électronique neuromorphique, on le voyait comme quelque chose de profondément séparé des réseaux de neurones artificiels et aujourd'hui du deep learning. On disait, oui, c'est un réseau de neurones, mais c'est vraiment pas le même genre de réseau de neurones. Ça n'a rien à voir. C'est l'anecdote que je disais à midi. Quand j'ai été recruté au CNRS, on peut regarder mon projet scientifique, le mot de réseau de neurones n'apparaît même pas, parce que justement, il fallait se distinguer absolument. Et ça vient du fait qu'il y a des différences très, très, très profondes entre la manière dont le cerveau fonctionne et le deep learning. Je pense que c'est pas besoin de vraiment insister, mais je vais juste rappeler les aspects qui vont revenir dans mon exposé. Et par exemple, un aspect vraiment important, c'est que le cerveau fonctionne avec un matériel, entre guillemets, qui est largement... Les neurones sont très analogiques, on a des tensions qui varient, et puis la sortie, c'est des spikes, donc des 0 et des 1. C'est très différent des réseaux de neurones du deep learning, qui fonctionnent avec des nombres réels et des calculs très haute précision, en virgule flottante, qui sont faits sur des cartes graphiques ou des ordinateurs. Donc on a vraiment une différence entre un calcul imprécis, très efficace en énergie, et un calcul extrêmement précis, qui semble un élément tout à fait fondamental du deep learning. Ça, c'est une différence sur la manière dont le calcul est fait. Mais il y a des différences encore plus profondes sur la manière dont on fait l'apprentissage. Puisque l'apprentissage dans le cerveau est porté, on pense avant tout par les synapses, et les synapses n'ont accès qu'à des informations qui sont locales. Donc à partir de ce qui se passe autour d'elles, les synapses vont prendre la décision de changer un poids synaptique. C'est très différent du deep learning, où il y a un problème de copier-coller dans mon transparent. Ça devrait être... oui, voilà, il y a une inversion. Bien sûr, le cerveau apprend avec des règles d'apprentissage local, et le deep learning apprend avec la rétropropagation du gradient, qui est un algorithme profondément non local, ça on le verra tout à l'heure. Pour qu'une synapse décide d'apprendre, elle a besoin d'informations sur des choses qui se situent complètement à l'autre côté du réseau. Donc un apprentissage qui semble profondément différent. Et ce qui est sans doute une conséquence de ça, d'ailleurs, c'est que c'est bon, c'est pas inversé. C'est ce que Marina nous a montré dans le premier exposé. Le cerveau peut apprendre des nouvelles informations de manière continue. Le deep learning, lui, a un problème de catastrophic forgetting. Il faut tout apprendre d'un coup. Et donc, c'est ces raisons qui nous faisaient penser que s'inspirer du cerveau, c'est quelque chose de orthogonal au deep learning. Or, le domaine a un peu évolué ces dernières années, et tout particulièrement nos travaux. Et c'est vrai qu'on peut se demander si ces différences sont aussi profondes qu'on le pense. Est-ce qu'il n'y a pas des idées qui peuvent venir du cerveau, qui peuvent se transformer au deep learning? Donc je ne veux surtout pas dire que le deep learning, c'est comme le cerveau, mais que les concepts ne sont pas forcément si orthogonaux qu'on pouvait le penser avant, et qu'il peut y avoir des idées qui se transfèrent. Et donc ça, je vais discuter ces aspects sur 2 projets qui viennent de mon labo. Donc un projet sur ce qu'on appelle la métaplasticité, et donc c'est une autre approche de la question, on va dire une approche bio-inspirée, mais pas la même de celle que Marina a présentée ce matin pour limiter l'oubli catastrophique dans les réseaux de neurones.
Et ensuite, une deuxième partie, ce sera sur une autre manière de faire l'apprentissage, qui s'appelle la propagation d'équilibre, qui vient du groupe de Yoshua Benjo au Canada à la base, qui est une manière de faire de la descente du gradient, donc la technique du deep learning, mais avec un apprentissage exclusivement local, comme c'est fait dans le cerveau. Donc, voilà les deux projets. Et donc, je commence par le premier sur la métaplasticité. Donc ce premier projet, ce que je vais faire, ce que je ne fais pas d'habitude, c'est de raconter un peu comment on y est venu. Donc c'est vrai que les réseaux de neurones, je vous ai dit, ça calcule avec du calcul haute précision. Mais en fait, ces dernières années, la situation a un peu changé, puisqu'on peut faire du deep learning avec des réseaux de neurones beaucoup plus basse précision. Et la version la plus extrême, c'est une idée qui vient du groupe Yoshua Benjo, encore notre idole, date de 2016, donc quand même relativement récent. C'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones binarisés. Donc un réseau de neurones binarisé, c'est un réseau typiquement deep, qui a vraiment la topologie d'un réseau deep traditionnel, avec les entrées d'un côté, les synapses de l'autre et des couches entre les deux. Mais différence, les poids synaptiques, au lieu d'être des nombres réels, sont des nombres binaires qui ne peuvent prendre que deux valeurs, soit +1, soit -1. Et les neurones, pareil, au lieu d'être des nombres réels, ne peuvent prendre que deux valeurs, +1 ou -1. Donc on a quelque chose de monstrueusement simplifié, notamment l'opération qui est la plus compliquée dans un réseau de neurones, qui est la multiplication entre valeurs synaptiques et valeurs des neurones, ça devient multiplier des nombres qui valent 1 ou -1, donc ça devient une opération assez triviale. Donc c'est une extrême simplification des calculs du réseau de neurones. Et de manière tout à fait étonnante, ce genre de réseau peut avoir des précisions tout à fait bonnes sur les tâches de vision et sur les tâches de traitement de signal. Il faut un peu élargir le réseau, avoir un peu plus de synapses et de neurones, et on peut, si on ne vise pas l'état de l'art absolu, avoir des précisions tout à fait élevées. Et c'est vrai que moi, c'est ce sujet qui m'a fait vraiment revenir dans le deep learning, parce que notamment ce problème de multiplication, pour moi, c'était une forte motivation de regarder les réseaux à spike. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin. Et pareil, ces neurones qui ont une valeur binaire, sans dire que c'est bio-inspiré, on commence à être un peu plus proche des neurones de la biologie avec leur sortie à spike. Donc et évidemment, quand on fait un hardware, avoir quelque chose qui est aussi simple, qu'on n'a plus besoin de nombres réels, c'est plus que des binaires, c'était très très attractif pour nous. Donc on s'est mis à faire des hardware de réseaux de neurones binarisés. Mais ce n'est pas ça dont je vais parler. Parce que, en fait, je crois que le lien avec la biologie des réseaux binaires est un peu plus profond que le fait que c'est basse précision. Et pour comprendre ça, il faut réfléchir comment on apprend ces réseaux de neurones. Parce que quand on apprend un réseau de neurones, ce qu'on doit faire, c'est d'ajuster progressivement les poids. C'est la base du deep learning. Si les poids sont binaires, évidemment, on ne peut pas ajuster progressivement les poids parce qu'ils ne peuvent avoir que deux valeurs. Donc la technique qui permet de rendre ces réseaux de neurones performants, la raison pour laquelle si on essaye naïvement de faire un réseau binaire, ça ne marche pas, et Yoshua Benjo, lui, y arrive, c'est parce qu'on les apprend un peu autrement, et qu'en fait, pendant l'apprentissage, le réseau de neurones n'est pas réellement binarisé. En fait, pendant l'apprentissage, les neurones et les synapses sont bien binarisés, ils ne peuvent avoir que deux valeurs 1 ou -1, mais on ajoute aux synapses aussi une valeur réelle qui est un poids caché, qui sert exclusivement à l'apprentissage. Et en fait, le poids binaire, c'est toujours le signe de ce poids caché. Et donc, ce qu'on va faire quand on apprend les réseaux binarisés, c'est qu'on modifie progressivement les poids cachés et on ne change le poids synaptique, qui est le vrai poids, seulement quand le poids caché change de signe. Donc, un peu plus mathématiquement, si on reprend comment ça marche, donc les équations d'un réseau de neurones binaire, c'est les équations classiques d'un réseau de neurones, sauf que neurones et synapses sont binarisés. Et donc, ce qu'on fait quand on veut faire de l'apprentissage, c'est qu'on calcule l'erreur que fait le réseau de neurones sur le dataset d'apprentissage. Donc, cette erreur je vais appeler C dans tout l'exposé. Ensuite, on fait comme si les poids binaires n'étaient pas binaires. Et on dérive cette erreur par rapport à la valeur des poids binaires pour avoir une valeur de la dérivée qui nous permet de faire la descente du gradient. Et ensuite, on modifie les poids, mais les poids cachés de la valeur de cette dérivée. Donc, c'est quelque chose qui mathématiquement n'est pas complètement raisonnable, puisqu'on dérive par rapport à une fonction qui est en fait binaire, et ensuite on modifie une autre valeur, donc ce n'est pas vraiment la descente du gradient, mais ça marche extrêmement bien en pratique. Et une fois que l'apprentissage est terminé, ces valeurs cachées ne servent plus à rien, on peut les oublier. Et ça marche très bien, et on était assez intrigués de comprendre pourquoi ça marche si bien. Et est-ce que c'est pas... Parce que voilà, sur le coup, on se dit,
Bon, c'est une abomination mathématique, mais ça marche. Mais ça marche tellement bien qu'on se dit que ça a probablement un sens un petit peu plus profond. Et pour comprendre un peu, voilà un exemple un peu graphique. Donc c'est un réseau de neurones extrêmement simple, où il n'y a que 2 poids synaptiques, donc WX et WY. Et ce qui est tracé en couleur, c'est la fonction d'erreur. Donc c'est l'erreur sur le dataset. Donc le point optimal, donc ici c'est un réseau conventionnel avec des poids réels. Le point optimal, c'est ces valeurs des poids qui minimisent l'erreur. Et donc si on prend un réseau de neurones traditionnel qu'on entraîne de manière traditionnelle, eh ben, les poids, si on part de cet état initial aléatoire, vont évoluer naturellement vers ce point-là qui minimise l'erreur. Et c'est un apprentissage qui marche. Donc ça, extrêmement classique, le réseau classique. Maintenant, regardons ce qui se passe sur ces fameux réseaux binaires. Donc c'est ce qui est tracé ici. Donc en axe X et Y, c'est cette fois les poids cachés, puisque ce sont les poids cachés qui sont une valeur réelle. Donc les poids binaires ne peuvent avoir que 2 valeurs, ce qui fait que les poids du réseau, il n'y a que ces 4 situations-là, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1 et 1, moins 1. Qui sont, donc l'optimal, le point qui va minimiser l'erreur, c'est celui-là. Puisque les poids ne peuvent pas avoir d'autres valeurs que les valeurs binaires, on ne peut pas accéder à là. Donc quand on fait l'apprentissage avec les poids cachés, que vont faire les poids cachés? Donc initialement, sans avoir tout réfléchi, on pensait que les poids cachés feraient comme là, ils iraient à ce minimum, quand bien même ça ne change rien pour les poids binaires. Parce que finalement, que les poids cachés peuvent être n'importe où là-dedans, le poids binaire sera le même, donc la précision au final du réseau sera la même. Or, ce qui se passe, ce n'est pas tout à fait ça. On voit qu'en fait, les poids cachés divergent. Et si on regarde un petit peu plus précisément, on se rend compte que ce n'est pas tous les poids qui divergent. Le poids selon Y reste proche de 0, et le poids selon X, lui, diverge à l'infini. Et en fait, ça s'interprète. Parce que si on regarde la fonction d'erreur, on se rend compte que le poids Y n'est pas vraiment important. Qu'on soit ici ou ici, la fonction d'erreur est quasiment la même. Le poids X, par contre, est très différent. Qu'on est là ou là, ce n'est pas du tout la même couleur, ça a un gros impact. Et donc on voit que le poids qui est important pour faire la tâche diverge, mais le poids qui n'est pas important pour faire la tâche, lui, reste proche de 0. Et ça, donc je vous épargne les théorèmes qui sont dans l'article, c'est quelque chose qui peut se justifier mathématiquement sous des cas un tout petit peu idéalisés. Donc les poids cachés, effectivement, ont quand même une certaine signification. Ils semblent identifier les poids qui sont vraiment importants pour réaliser la tâche. Et c'est là qu'on a pu voir un lien avec la biologie, ou au moins certaines théories de la biologie. Donc, notamment, notre inspiration, c'est Stefano Fusi, qui a beaucoup travaillé sur la question de la métaplasticité, et donc en particulier, comment la métaplasticité pourrait être un moyen de mitiger l'oubli catastrophique dans le cerveau. Et donc l'idée de Stefano Fusi, c'est justement que les synapses ont un état caché, qui est leur état métaplastique, qui identifie en quelque sorte à quel point cette synapse est importante pour les tâches qui ont été faites avant, qui ont été apprises avant. Et l'idée de Stefano Fusi, c'est un terme métaplastique, et donc ces synapses qui ont identifié qu'elles sont importantes, eh ben, elles vont devenir moins plastiques pour rester stables, et que les tâches qui ont été apprises avant restent bonnes, même si on apprend des nouvelles tâches. Et donc, Stefano Fusi a beaucoup travaillé là-dessus au niveau théorique. Il y a en neurosciences des travaux qui ont identifié des molécules qui pourraient avoir un lien sur cette forme de métaplasticité. Donc c'est une hypothèse sur un des moyens du cerveau pour éviter l'oubli catastrophique, l'autre gros moyen étant celui que Marina nous a présenté ce matin. Et du coup, en voyant ce lien, on se dit, nous aussi, avec les réseaux binarisés, on a un paramètre caché qui identifie l'importance des synapses. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour mitiger l'oubli catastrophique? Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc on a juste un tout petit peu adapté les réseaux binarisés en rajoutant le fait que quand une synapse a un poids caché élevé, ça devient plus dur de la changer. Donc on a rajouté une fonction qu'on appelle f-méta dans l'apprentissage, qui fait que quand le poids caché devient grand, ça devient difficile de le baisser. Et à partir de là, donc on a créé un réseau qui est vraiment un réseau deep, appris par la rétropropagation du gradient tout classique, mais on a juste rajouté cette fonction un peu bio-inspirée pour mitiger l'oubli catastrophique. Et ça marche très bien. Donc voilà par exemple un exemple purement... Donc dans notre article, il y a plein d'exemples de benchmarks en tout genre. Je vous montre juste un exemple qui est très parlant.
Donc c'est un exemple où on a appris un réseau à reconnaître des chiffres et ensuite à reconnaître des vêtements. Donc on voit dans un réseau tout à fait classique, c'est l'accuracy sur les chiffres en bleu, sur les vêtements en rouge. Donc au début, on apprend à reconnaître les chiffres, donc l'accuracy est très bonne. Et après, quand on commence à apprendre les vêtements, bah, l'accuracy, le taux de reconnaissance sur les chiffres s'effondre quand celui sur les vêtements monte. Parce que voilà, comme maintenant la nouvelle fonction d'erreur, c'est celle sur les vêtements, bah, tous les poids vont apprendre à reconnaître les vêtements et il n'y a plus aucun intérêt à reconnaître les chiffres. Si on a fait la métaplasticité, donc c'est-à-dire que les synapses qui étaient vraiment importantes pour reconnaître les chiffres se retrouvent un peu bloquées, et bien là, on peut apprendre à reconnaître les vêtements avec la précision sur les chiffres qui réduit à peine. Voilà en gros l'idée. Donc, comme a mentionné Marina, hein, ce n'est pas complètement unique. Il y a d'autres techniques un peu du même genre qui bloquent des poids pour limiter l'oubli catastrophique. Et donc, nous, nos résultats qu'on a vus dans notre article, c'est que notre technique, elle est comparable. Elle donne à peu près la même résilience à l'oubli catastrophique, mais elle a l'avantage d'être quelque chose de complètement local au niveau des synapses. Et elle a aussi un avantage, c'est que cette technique n'a pas vraiment le concept de tâche. C'est-à-dire que la plupart des techniques du même genre, c'est vraiment, on fait une tâche, on fait plein de calculs, on décide quelle synapse est bloquée, et après on passe à la tâche suivante. Là, c'est vraiment les synapses qui décident toutes seules. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment faire l'apprentissage un peu dans l'ordre qu'on veut. Et notamment, ça permet de faire quelque chose que je pense est important dans ce qu'on appelle stream learning, c'est que quand on fait de l'apprentissage en deep learning, on a un dataset complet qu'on présente plusieurs fois. Et ce n'est pas vraiment la vraie vie. La vraie vie, c'est plutôt qu'on découvre des nouvelles données, mais que ces nouvelles données, quand on les voit, on ne va pas les revoir après. Et si on fait ça, en deep learning, c'est de présenter des nouvelles données sans remontrer les données qu'on avait avant, ça marche très mal à cause du problème d'oubli catastrophique. Mais là, avec la métaplasticité, on peut faire ça, c'est-à-dire de présenter les nouvelles données séquentiellement sans représenter celles qui étaient précédentes. Donc c'est ce qui est montré ici. Donc là, c'est sur la reconnaissance de vêtements. Donc c'est un scénario comme ça, on présente les données petit à petit sans qu'elles reviennent. Donc ça, c'est un réseau non métaplastique, la précision sature ici. Et le réseau métaplastique peut monter nettement plus haut. Les couleurs qui sont en haut, c'est la référence quand on a tout appris en même temps. Et ça reste vrai sur la tâche chiffre hard disk, qui est une tâche nettement plus difficile, où le réseau métaplasticité améliore cette capacité qu'on apprend les données petit à petit. Donc voilà, c'est un travail encore quand même relativement préliminaire, que maintenant on essaye de transférer à l'électronique neuromorphique, mais qui montre qu'effectivement des idées qui viennent de la biologie peuvent être transférées sur le deep learning. Donc maintenant je vais passer au deuxième projet, qui est vraiment, on oublie l'oubli catastrophique, mais qui est même sur la nature même de l'apprentissage. Et donc, est-ce que le deep learning a vraiment besoin de cet apprentissage non local qui vient de la rétropropagation du gradient? Donc, comment ça marche l'apprentissage en deep learning? Donc, le principe de l'apprentissage en deep learning, c'est qu'on définit une fonction d'erreur, donc que je note C. Donc, par exemple, là, je donne un exemple où l'entrée, c'est présenter des images de chats. La sortie, c'est un nombre qui devrait être 1 si on a un chat. Donc, par exemple, une fonction d'erreur qu'on utilise très souvent, c'est moins log de A. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dérive cette fonction d'erreur par la valeur des poids pour connaître la sensibilité de cette erreur au poids. Et la technique de rétropropagation du gradient, c'est d'appliquer le théorème des fonctions composées plein de fois pour être capable de calculer ces dérivées. Et la raison pour laquelle je montre ça, c'est qu'on voit que quand on progresse dans le réseau de neurones, le résultat devient de plus en plus compliqué. Donc s'il y a des centaines de couches, des couches convolutionnelles, des récurrences, ça devient une abomination. Et surtout, on voit que ces dérivées, elles dépendent de choses qui peuvent être complètement à l'autre bout du réseau. Et en plus, avec des produits de beaucoup de nombres, qui sont des nombres petits. Donc ça veut dire que cette dérivée peut devenir très rapidement un nombre très petit. C'est pour vraiment illustrer que la rétropropagation du gradient, c'est quand même assez anti-cerveau, puisqu'une synapse va devoir décider de changer son poids sur la base de cette équation, qui a des informations tout à fait non locales, et qui en plus nécessite des calculs relativement précis. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que la rétropropagation du gradient, c'est assez anti-cerveau. C'est ce que je viens de vous dire. Et en fait, comment le cerveau apprend? Bon, j'ai honte de montrer ce transparent, mais c'est quand même assez mystérieux. On va dire,
l'idée ancienne, canonique de l'apprentissage dans le cerveau, c'est la règle de Hebb. Donc l'idée qu'une synapse va varier selon l'activité des deux neurones auxquels elle est connectée. Donc typiquement qu'elle va changer son poids avec quelque chose qui est le produit de l'activité des deux neurones qui sont connectés. Or, on sait qu'en intelligence artificielle, malheureusement, la règle de Hebb est quelque chose qui n'est pas très puissant. C'est-à-dire que tous les schémas d'intelligence artificielle qui sont basés sur la règle de Hebb fonctionnent nettement moins bien que la backpropagation. Et donc, l'idée de la propagation d'équilibre, donc qui est une théorie qu'on n'a pas inventée, qui vient du groupe de Yoshua Bengio au Canada, c'est une technique qui va apprendre avec quelque chose qui est bien, qui est proche de la règle de Hebb, mais qui implémente la descente du gradient comme la backpropagation. C'est ça la force de cet algorithme. Évidemment, il y a des limitations, mais sur la théorie, c'est très très fort. Et donc, l'équilibre en propagation, c'est un réseau de neurones spécial. Donc, il est représenté ici. La différence que vous pouvez remarquer tout de suite, c'est que les synapses, au lieu de faire des flèches qui vont dans un sens, comme d'habitude, c'est des doubles flèches. Donc, les synapses sont bidirectionnelles, ce qui est un aspect qui n'est pas très cerveau pour le coup. Mais c'est comme ça. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui est vraiment, propagation d'équilibre, ça fait un peu référence à la physique. Et donc, c'est quelque chose qui est inspiré de la physique, c'est-à-dire que le réseau de neurones a une énergie qui a une forme avec des couplages entre les neurones qui ressemblent un peu à la manière dont en physique on représente le couplage entre les unités magnétiques. Et donc l'idée de ces réseaux équilibre en propagation, c'est qu'en fait c'est un réseau vraiment où on fixe les entrées et après on laisse tous les petits neurones se réorganiser pour minimiser l'énergie globale du réseau. Et l'équation que suivent ces neurones pour minimiser l'énergie, c'est tout simplement que la dérivée de leur état est la dérivée partielle de l'énergie par rapport à leur état, puisque ça va avoir tendance naturellement à réduire l'énergie, et ça fait converger le réseau vers l'énergie minimum. Donc c'est vraiment un système dynamique, c'est-à-dire qu'on applique une entrée, on laisse les neurones se réorganiser, on attend qu'on ait atteint un équilibre. Le mot de propagation de l'équilibre. Cette équation semble un peu malheureuse, mais quand on la calcule, en fait, ça donne une équation locale où l'évolution des neurones ne dépend que des neurones auxquels ils sont connectés. Et c'est une équation qui ressemble d'ailleurs un petit peu à l'équation des neurones Leaky Integrate and Fire, qui sont très courants en neurosciences. C'est pas des neurones à spike, c'est pas du Leaky Integrate and Fire, mais on est dans la même classe d'équations. Je le mentionne parce que je vais revenir sur cette idée après, qui est un point sur lequel il y a un lien avec le cerveau. Donc on fait ça. On laisse évoluer le réseau de neurones à son équilibre. Et après, une fois qu'il a atteint un équilibre, s'il a trouvé la bonne réponse, on ne fait rien. Mais s'il n'a pas trouvé la bonne réponse, ce qu'on fait, c'est qu'on tire un petit peu la sortie vers la bonne réponse. Mais juste un petit peu. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'en faisant ça, on rajoute une énergie au système. Et donc ça va tirer un peu la sortie. Et comme le réseau est bidirectionnel, eh ben, ça va changer un petit peu l'état de tous les autres neurones dans le réseau. Et donc, la perturbation, l'information sur la bonne réponse va se propager dans tout le réseau. Et on attend, encore une fois, d'avoir un équilibre. Et c'est là qu'il y a un peu la magie de la propagation d'équilibre qui arrive. Donc, je vous ai épargné la démonstration mathématique dans cette présentation-là, mais si vous voulez, je pourrais la montrer. L'intérêt, c'est d'écrire la différence entre l'énergie du système après avoir tout tiré et avant. Et on peut montrer, en calculant des dérivées partielles et des développements au premier ordre, que cette différence est à peu près l'erreur du système. Et après, là, par un jeu de dérivées, on peut montrer que si on veut calculer la dérivée du coût par rapport au poids synaptique, ça revient à calculer la dérivée de l'énergie par rapport au poids synaptique, quelque chose qui se calcule très bien. Et on trouve au final que la dérivée de l'erreur par les poids synaptiques, elle est ce facteur qui est une équation locale. Donc, je vais juste commenter ce résultat. Donc, ça nous dit que si on veut faire la descente du gradient, donc la même chose que ce qu'on fait d'habitude, il faut changer les synapses par ce paramètre, et on voit que ça ne dépend que des neurones IJ, donc c'est bien une loi locale. Et si on la regarde, elle est assez simple à comprendre. Donc le ρ dans cette fonction, c'est une sigmoïde, c'est un détail un peu mathématique, c'est pas le plus fondamental. Et les S, c'est l'activité des neurones.
Donc S-nudge, c'est l'activité des neurones après qu'on ait tiré la sortie. Et S-free, c'est l'activité des neurones quand la sortie n'était pas tirée dans la bonne direction. Donc on voit ces produits, en fait, ça ressemble beaucoup à des produits bien de l'activité des neurones des deux côtés de la synapse. Donc on voit le produit bien après avoir tiré et le produit bien quand on ne tirait pas. Donc on sent que cette règle d'apprentissage, elle est assez logique, c'est-à-dire que l'idée, c'est que si le produit bien, quand on tire le réseau dans la bonne direction, est plus fort que quand on ne tire pas, ben on monte la synapse. Et si c'est l'inverse, si le produit bien est plus fort quand on ne tirait pas dans la bonne direction, on diminue la synapse. Donc on a quelque chose que limite on aurait pu proposer sans faire la démonstration mathématique et qui est en fait équivalent à la rétropropagation du gradient. Donc d'où le grand enthousiasme, on peut faire la rétropropagation de manière locale. Bon, malheureusement, c'est des systèmes dynamiques, c'est très long à simuler, beaucoup plus long que des réseaux normaux, et il y a des challenges numériques quand on fait ça. Donc, ce qu'on a fait ces dernières années, c'était vraiment une proposition tout à fait conceptuelle, c'était de la faire passer un peu plus, d'arriver à faire des choses plus compliquées après. Donc, ça a été nos premiers travaux. Donc, déjà, on a travaillé un peu plus vraiment sur la théorie, de comprendre le lien, notamment avec backpropagation through time, qui est un concept vraiment deep learning. On a montré, avant c'était fait que sur des tâches très simples, on a montré que ça pouvait être appliqué à CIFAR10, qui est une vraie tâche de deep learning, qui reste quand même une tâche simple par les standards du deep learning actuel. Nos temps de simulation ne nous permettent pas encore d'adresser l'ImageNet, qui est le vrai test qui sera attendu. On a aussi passé à des modèles plus basse précision, un peu comme les réseaux binaires. Donc c'est vraiment, donc ces travaux qu'on a fait sur les travaux les plus théoriques en lien avec l'équipe de Yoshua Benjo, le doctorant qui travaille là-dessus, et sur les travaux moins théoriques, plus hardware, en propre. Et c'est tous des travaux qui sont communs avec l'équipe de Julie Crollier à Paris-Saclay, à côté de mon labo. Donc c'est des travaux en cours, on avance, il y a des challenges. Moi, je vais vous montrer une chose pour finir l'exposé, c'est que la propagation de l'équilibre, c'est pas des neurones à spike. Mais en fait, il y a une version alternative de la propagation d'équilibre qui est de bouger les poids en continu. Parce que si on fait bouger dans la phase où on nudge la sortie, si on fait tourner les poids évoluer les poids selon cette équation, on tombe en l'assommant, on tombe naturellement sur la règle d'apprentissage de la propagation de l'équilibre. Donc on n'a pas forcément besoin de faire vraiment cette comparaison, on peut le faire en continu pendant qu'on tourne. Et cette règle-là, elle est sympathique d'un point de vue neurone à spike, parce qu'on voit qu'on a des termes qui sont proportionnels à l'activité des neurones. Donc ça nous dit qu'on peut faire une règle d'apprentissage qui est sur les spikes. Si on imagine que les neurones sont en fait des neurones à spike, ben on peut faire la règle d'apprentissage sur les neurones. Quand il y a un spike, on change quelque chose. Et donc, du coup, on a fait une version alternative de la propagation de l'équilibre où les neurones sont vraiment des neurones à spike. On simule une dynamique avec des spikes et une règle d'apprentissage qui implémente la propagation de l'équilibre. Et alors là, c'est très très long à simuler, en galère, mais on arrive sur MNIST, donc on n'a pas encore fait le CIFAR10, qui est un problème plus difficile, à avoir la même précision que la version sans spike de la propagation de l'équilibre. Et quelque chose qui est assez intéressant, qui était une intuition de Yoshua Benjo et qu'on vérifie ici en pratique, c'est de regarder l'effet de cette règle de propagation. Puisqu'il y a un modèle quand même de l'apprentissage en biologie, qui est la Spike Timing Dependent Plasticity, qui est donc les travaux relativement anciens. C'est l'idée que, donc ça c'est des mesures historiques sur des vrais neurones, c'est l'idée que les synapses changent leur poids par rapport au timing relatif entre les spikes du côté présynaptique et postsynaptique. Et si on regarde notre règle ECPROP et qu'on regarde justement comment elle a changé, donc la règle ECPROP elle ne fonctionne pas comme ça, elle n'est pas liée au timing entre les spikes présynaptiques et postsynaptiques, mais qu'on regarde d'un point de vue statistique de combien les poids sont changés par la règle ECPROP par rapport au timing des spikes présynaptiques et postsynaptiques qu'il y avait, on trouve la même règle. Donc ça, c'est vraiment une observation de notre modèle. On ne fait pas ça, on observe comment notre modèle se comporte. Parfait. Et c'est intéressant parce que ça suggère qu'il peut y avoir un lien entre STDP et la propagation de l'équilibre. Donc je ne dis surtout pas que la propagation de l'équilibre, c'est STDP. Il y a vraiment une question de cause et effet.
ECPROP si on fait une analyse statistique de ECPROP, on trouve quelque chose qui ressemble à STDP. Mais la réalité de ces mesures biologiques, c'est que c'est un peu la même chose. C'est des mesures statistiques, et quand on trace la statistique, on voit ça. Et d'ailleurs, c'est assez connu qu'au niveau backpropagation, au niveau apprentissage automatique, ce qu'on peut faire avec STDP est quand même relativement limité. J'en sais quelque chose, j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, je pense que c'est un peu pareil, en fait. C'est-à-dire que la vraie règle, c'est pas STDP, mais quand on observe les statistiques, on voit quelque chose qui ressemble à STDP. Donc, ça va dans le sens... Donc, pour être clair, je ne pense pas qu'avec PROP, c'est comme ça qu'apprend le cerveau. Parce que notamment, encore aujourd'hui, voilà, on a dit avec PROP, il y a ces synapses qui vont dans les deux sens. ECPROP aussi, malheureusement, ne résout pas le problème de précision. Il faut des calculs relativement précis. Mais voilà, ça suggère qu'il peut y avoir un lien, ou en tout cas des choses à regarder. Donc voilà, je finis mon exposé. Donc j'étais en deux parties. Donc avec la partie sur la métaplasticité, je voulais montrer que copier une idée de neurosciences pouvait avoir un apport avec le deep learning. Et que la partie avec la propagation, qu'on a une alternative à la propagation, vraiment dans la physique, locale en espace, et qui a ces garanties théoriques qu'on n'avait pas avant. Donc nous, on regarde à ces choses parce que notre idée, c'est vraiment d'implémenter ça avec des systèmes physiques, qui est un peu l'étape auquel on est passé maintenant. On atteint un peu aux limites de ce que je peux faire ce qu'on peut faire au niveau théorique dans notre groupe, mais je voulais aussi montrer ces liens entre cerveau et IA qui peuvent se développer aujourd'hui. Et voici, je vous remercie pour votre attention.